accepté notre invitation. Merci d'être venu au grand jury. Tout le plaisir est pour moi. Alors, jeudi dernier, 1er mai, le gouvernement a officiellement signé un pacte national de stabilité sociale avec les principales organisations syndicales, les centrales et les organisations patronales. Un pacte qui, dit-on, marque une étape significative dans le dialogue social et vise à instaurer un climat social apaisé, propice à une économie compétitive, à la promotion du travail décent et à l'équité sociale. Ce n'est pas une première. Hein. En quoi ce pacte donne-t-il plus confiance que les précédents, ou bien il est trop tôt de crier satisfaction, avancée significative ou simple engagement de principe? Oui, nous sommes à la 2e édition d'un pacte social. Dans la formulation, dans les objectifs, dans les principes, c'est à peu près la même chose. La différence pour cette fois-ci, c'est que nous avons mis en place un comité d'évaluation, ce qui n'a pas été le cas la dernière fois. Aujourd'hui, avec le nouveau pacte, nous avons tenu à évaluer étape par étape, durant la durée du pacte de 3 ans, véritablement la mise en œuvre. Et ce comité d'évaluation probablement sera présidé par le Premier ministre. C'est ça un peu la différence, et c'est ça qui fonde l'espoir des travailleurs pour que cette fois-ci, tout le contenu et la mise en œuvre du pacte visent véritablement les objectifs que nous nous sommes fixés dans le pacte. Au-delà du comité de suivi et d'évaluation, quelles sont les principales avancées obtenues par les travailleurs à proprement parler pour ce pacte? Vous savez, Georges, un pacte est un accord cadre qui repose sur des fondements, vise des objectifs, formule des attentes et dégage des engagements de part et d'autre. Le pacte, la négociation a été précédée par la négociation d'une plateforme minimale qui règle certaines questions avant d'engager le pacte. Et des questions lancinantes ont été réglées comme, par exemple, dans le secteur de l'hôtellerie, il y avait ce qu'on appelle les équivalences. Pendant des années, nous nous sommes battus pour régler cette question d'équivalence. Parce que dans le secteur de l'hôtellerie, les gens travaillaient presque 50 à 60 heures et il n'y a que les 40 heures qui étaient payées. Donc cette question a été réglée, entre autres questions. Donc nous avons engagé également le pacte pour que cette fois-ci, au cours de l'évaluation, tous les accords qui sont signés, parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous ne devons plus entendre parler d'accords signés qui ne sont pas respectés. Ces questions aussi, nous travailleurs, tenus à ce que le pacte règle les questions des accords signés qui ne sont pas respectés. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé qu'il y ait des négociations parallèles dans les secteurs de l'éducation et de la santé, pour que dans ces secteurs-là, justement, tout ce qu'il y avait comme passif des accords, qu'on puisse les vider. Ce sont des secteurs qui constituaient le blocage. En fait, si on signe un pacte sans régler certaines questions, on ne peut pas garantir la stabilité du climat social. Surtout les accords qui sont signés et qui ne sont pas respectés. Au niveau de l'éducation, il y a un accord de 2022. Cet accord n'a jamais été intégralement respecté. Pour cette fois-ci, dans l'évaluation, nous comptons véritablement que tout ce qui a été retenu dans cet accord puisse être respecté et qu'on vide définitivement la question de l'accord de 2022 au niveau de l'éducation. Alors, lors de la signature, le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé son engagement, l'engagement du gouvernement en faveur de la transparence et du dialogue, déclarant même qu'ils seront une maison de verre et qu'ils seront transparents avec vous. Est-ce que cela rassure? Oui, nous pensons que si on se considère comme des partenaires sociaux qui se respectent, nous devons être au même niveau d'information, qu'on puisse nous informer au fur et à mesure des projets d'élaboration des politiques publiques, de la situation du pays en termes de finances, de la situation du pays également en termes de projets, pour que le climat social puisse tenir compte de tous ces paramètres, mais également pour qu'on puisse dire notre mot dans la formulation des politiques publiques, parce que le souhait du mouvement syndical,
c'est qu'on ait une situation propice à l'investissement, une situation qui accompagne, qui encadre le secteur privé également. Et dans ce cas-là, je pense que si nous sommes impliqués, informés au même niveau, je crois que nous pourrions espérer que des questions comme la dette du secteur privé puissent être vidées correctement. Parce qu'il y a quand même des secteurs qui traînent des dettes extrêmement importantes. Seulement, cher Diop, certaines organisations, je peux citer la CSA, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, ont adopté une posture très prudente, réclamant des réponses claires concernant surtout la situation des agents décisionnaires de l'éducation que vous avez évoqué et insistant sur le respect des accords signés, vous le dites, hein, signés avec le gouvernement. Oui, dans les engagements... Cette posture prudente, vous les autres centrales, vous l'avez? Oui, mais vous savez, il faudrait d'abord qu'on comprenne. La signature d'un pacte ne nous prive pas de nos droits fondamentaux. Dès lors, moi je pense que si on obtient des engagements du gouvernement pour régler la question des décisionnaires, ce qu'on a voulu, c'est qu'on réserve une procédure d'urgence à l'arrêté concernant les décisionnaires. On a voulu ça. C'est vrai que c'était notre souhait, avant de signer le pacte, qu'on puisse véritablement régler la question des décisionnaires par l'arrêté qui réglemente pour de bon qui change leur situation. Mais l'arrêté est dans le circuit, c'est pas encore sorti, mais le principe est accepté que la question des décisionnaires va être réglée. Mais on aurait aimé qu'il y ait une procédure d'urgence pour cet arrêté, au moins avant la signature du pacte. Mais on ne l'a pas eu. Seulement, on espère que sous peu, quand même, la lancinante question des décisionnaires, je devrais dire, devra être réglée définitivement. Justement, à ce propos, la question des décisionnaires ne concerne pas que l'éducation. On a entendu d'autres secteurs hausser également le ton après l'annonce de cet arrêté. Moi, je pense que la question des décisionnaires dans le secteur de l'éducation va être définitivement réglée par cet arrêté. Bon, maintenant, attendons que l'arrêté sorte pour qu'on puisse voir. Mais, en tout cas, les organisations syndicales ont posé le problème pour que la question des décisionnaires soit réglée. Il est vrai que dans le lot des décisionnaires, il y a des différentes situations, mais toutes ces situations vont être réglées parce que c'était ça les attentes des travailleurs sur la question des décisionnaires. Le patronat dans tout cela, vous avez évoqué le privé avec la question de la dette, la fiscalité qui asphyxie certaines entreprises privées. Quels sont les engagements du patronat? Parce que souvent on parle de l'État central, hein, mais on occulte souvent le patronat privé. Oui, le patronat privé s'engage à respecter les droits des travailleurs. Parce que ça, c'était quand même une question pour nous. Parce qu'il existe des groupes, de grands groupes, qui refusent la syndicalisation à leurs travailleurs, tels que le groupe Laïus, au niveau des ciments du Sahel, au niveau de ses carrières, au niveau de ses sociétés de transport hydrocarbures. Pas de syndicalisation, pas de délégués du personnel, pour la plupart. Donc ça, quand même, le groupe patronal a accepté de respecter les droits des travailleurs, surtout les droits fondamentaux, la syndicalisation. Donc ça fait partie des engagements des employeurs du secteur privé. L'État aussi, bien sûr, a pris l'engagement de créer les conditions de respect de l'ensemble des droits des travailleurs. Ce privé-là, j'espère que ce ne sera pas de la poudre aux yeux. Dès l'instant où nous avons un comité de suivi et évaluation, nous pouvons considérer que tous les manquements constatés au fil du temps pourront être posés et réglés définitivement. Parce que quand on s'engage à signer un pacte de stabilité sociale, quand on formule des engagements précis, quand on formule des attentes que l'État accepte, je pense que rien ne doit s'opposer à ce que les engagements pris par les employeurs ne soient pas respectés. Dans tous les cas, l'évaluation nous permettra d'y voir clair. Alors, le point faible de du pacte passé, c'était qu'il n'y avait pas de cadre de suivi-évaluation. Cette fois-ci,
ça fait partie des principales préoccupations des travailleurs pour qu'il soit mis en place un cadre de suivi-évaluation pour qu'au fur et à mesure qu'on déroule le plan d'action du pacte, qu'on puisse y voir clair et redresser les manquements. Dans le pacte, on parle de paiement d'arriérés de salaire. C'est dans le public ou bien c'est dans le privé? Oui. C'est un engagement. La plupart des arriérés de salaire, parce que dans le secteur public, nous avons quand même fait prendre à l'État des engagements pour que les sociétés publiques qui sont en difficulté, comme la Poste, telles que la Poste, les chemins de fer, que l'État assure le paiement des salaires jusqu'à la restructuration définitive de ces entreprises-là. Donc, dans le secteur public, normalement, on ne devrait pas enregistrer des arriérés de salaire. Dans le secteur privé, il y a quelques sociétés où il y a des arriérés de salaire, mais le prétexte, encore une fois, c'est la dette. Dans le secteur du pétrole, par exemple, Forteza, et je crois, si je ne me trompe, a son 3e mois d'arriéré de salaire. Le prétexte, c'est que Petrosen, dans les relations Petrosen-Forteza, il y a eu des manquements. Dans le secteur du pétrole, heureusement, c'est un secteur assez fort, sinon on aurait pu enregistrer les mêmes problèmes. Parce que, au niveau des importateurs, par exemple, au niveau de la SAR, au niveau des acteurs, on a un total de près de 400 milliards de dettes dans le secteur du pétrole. Un peu moins dans le secteur des BTP. Donc, la question de la dette des entreprises privées a été une question véritablement sur laquelle nous avons beaucoup insisté parce que aujourd'hui les négociations sectorielles dans le pétrole n'avancent pas. Un secteur qui comporte 400 milliards de dettes, voyez-vous, pour déposer une plateforme revendicative et espérer avoir des accords sur une plateforme revendicative, des acquis, ça va être très très compliqué. Donc le blocage quelque part aussi, c'est la dette intérieure. Dans le secteur privé. Dans le secteur, est-ce que l'État s'est engagé à payer cette dette? Oui, l'État s'est engagé à se pencher sur la dette dans le but de l'apurer. Sous quel format? Est-ce qu'il y a-t-il un monitoring ou bien un timing défini pour l'apurement de cette dette? Vous savez, dans la dette, c'est secteur par secteur. Je crois qu'au niveau du secteur du pétrole, le ministère de tutelle a déjà commencé à faire des avances assez importantes. Et nous pensons que ça va continuer pour que ce secteur-là soit véritablement soulagé. Dans le secteur des BTP également, ce sera exactement la même chose. Un secteur durement affecté. Doublement affecté par l'arrêt des chantiers pour les questions foncières que l'État avait à voir, mais également pour la dette intérieure. Il y a des chantiers qui ont été effectués par les BTP qui ne sont pas véritablement réglés. D'autres chantiers sont à l'arrêt. Il y a eu même des licenciements à cause de ces chantiers qui étaient à l'arrêt. Donc aujourd'hui, je pense que l'État doit véritablement réajuster dans le secteur des BTP pour que, comme on dit, quand le bâtiment marche, bâtiment va, tout va. Mais aujourd'hui, le bâtiment est pratiquement bloqué. Alors, cher Diop, est-ce que ces engagements pris de part et d'autre par les différents acteurs font force d'accord? Oui. Les engagements pris, c'est le sens du pacte. Si on veut un pacte de stabilité sociale, il faudrait que chaque partie respecte ses engagements. Faute de quoi le pacte n'a pas de sens. Le pacte n'a de sens que lorsque les engagements pris soient respectés de part et d'autre. Le pacte n'a de sens que lorsque les fondements du pacte sont observés. Parce que dans les fondements du pacte, il y a les valeurs de la négociation, les valeurs du dialogue social que nous devons respecter, les droits des travailleurs qui doivent être respectés. C'est ça un peu qui fait que le pacte... Sinon, rien n'empêche le mouvement syndical de déclencher des grèves. Le pacte n'a de sens que lorsque tout le monde respecte les engagements contenus dans le pacte, observe également les valeurs, respecte les valeurs, vise les objectifs ensemble pour qu'on puisse créer les conditions de booster notre économie,
Faute de quoi, le pacte n'a pas de sens. Parce que si on signe un pacte et qu'on ne respecte pas les engagements des uns et des autres, si on signe un pacte et que les objectifs qui sont visés, nous ne faisons rien pour les atteindre, je pense que le pacte n'a pas de sens. Parce que les objectifs visés ici, c'est de faire en sorte que l'économie puisse être relancée et que le service public puisse être relancé correctement, tel que la poste, entre autres, mais également pour que l'investissement crée les conditions d'une situation où on peut investir et faire progresser les trucs. Les travailleurs, quant à eux, doivent également se donner pour un meilleur rendement et que tout vise les objectifs d'une économie qui décolle. Durable et prospère. Voilà. Exactement. Justement, est-ce qu'il y a un agenda qui est défini pour la mise en œuvre de ces engagements, ou bien cet agenda sera défini par le comité? Non, les engagements sont définis dans le pacte. Tout est défini dans le pacte. Même l'agenda de mise en œuvre. L'agenda, justement, l'agenda de Parce que mise en œuvre. c'est là que se situe le problème. C'est l'agenda de mise en œuvre que nous devons justement élaborer. Parce que le pacte, ce sont les accords contenus dans le pacte, mais il faudrait un agenda de mise en œuvre, et cet agenda de mise en œuvre va être défini effectivement par les partis, compte tenu de tout ce qu'il y a dans le pacte sur les 3 ans, comment on déroule, et tout ça avec le comité de suivi va être déterminé dans les prochains jours. 3 ans, c'est la durée du pacte qui semble être calée sur la durée du mandat. Est-ce que c'est pas une façon pour le gouvernement de tout faire pour ne pas vivre des tensions, des remous d'ici à la prochaine élection? Mais c'est tant mieux, parce que cela voudrait dire que le gouvernement s'engage à respecter pleinement ses engagements, s'engage à respecter pleinement ses engagements pris dans le pacte. Si c'est ça, ben on est preneur. Une dose de politique tout de même alors. Nous cherchons en fait. C'est ça que nous cherchons. Nous cherchons à ce que le climat social soit stable et que tous les accords qui sont pris soient respectés, mais également la question des inéquités dans le secteur public aussi soit discutée, mise en place, déroulée pour qu'on puisse trouver des solutions à ces questions-là. Les secteurs comme la santé, il y a des problèmes de recrutement. Les secteurs de l'éducation, il y a également des problèmes de recrutement. Donc toutes ces questions-là, l'État s'engage à s'y mettre. Donc aujourd'hui, s'ils calent ça dans pour le reste de leur mandat, mais je pense qu'ils doivent faire preuve d'une volonté de respecter tous les engagements contenus dans le pacte pour qu'il n'y ait pas de perturbations. Faute de quoi, de toute façon, le mouvement syndical est là. Notre tradition, c'est de se battre. Si les accords que nous avons consignés dans le pacte ne sont pas respectés, rien ne nous lie, mais rien ne nous empêche d'aller en grève. Et le pacte aussi, il faudra... Vous semblez faire dans la menace. Non, du tout. Je voudrais simplement dire que le pacte ne nous prive pas de nos droits fondamentaux tels que la grève. C'est ça simplement que je veux dire. Alors, quelle garantie concrète, Cheikh Diop, le gouvernement offre-t-il pour le respect des engagements pris? Mais la garantie aujourd'hui, si l'État consigne qu'il respectera les engagements qu'il a pris dans le pacte et qu'il n'y ait aucun moyen de contrôle, on pourrait peut-être avoir une certaine susceptibilité. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils acceptent de mettre en place un comité de suivi, évaluation, présidé par le Premier ministre. Mais justement, ce comité-là, que prévoit le pacte en cas de non-respect des engagements pris par une des parties? Le pacte, en réalité, n'a pas formulé de façon claire ce qui est prévu en cas de non-respect. Mais comme c'est intitulé, si un des partis ne respecte pas ses engagements, moi je pense que le pacte est rompu. Tel que c'est intitulé, s'il y a des engagements fondamentaux qui ne sont pas respectés, le pacte est rompu. Donc l'intérêt des partenaires sociaux, c'est justement que chacun respecte en ce qui le concerne ses engagements pour que le climat social soit apaisé. Faute de quoi, si un des engagements n'est pas respecté par l'État ou par les employeurs, mais le pacte est rompu, rien ne nous lie maintenant.
Alors, donc je crois que l'intérêt pour tous, c'est de respecter les engagements. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le pacte ne formule pas des contraintes, en fait, ne se prononce pas sur le non-respect du truc, parce que si le respect des engagements pris dans le pacte n'est pas effectif, le pacte est rompu. C'est comme ça que nous l'entendons, en tout cas pour ce qui nous concerne. Y a-t-il des clauses qui permettent de réviser ou d'énoncer le pacte si les engagements ne sont pas respectés avant son échéance? Si les engagements ne sont pas respectés, je crois que c'est au niveau du comité d'évaluation que nous allons apprécier. Au niveau du comité d'évaluation, et à mon avis, rien en tout cas ne nous empêche de croire que chaque partie respectera ses engagements. La preuve, le Premier ministre, lors de la signature du pacte, a réitéré la volonté de l'État de respecter tous les engagements pris. Le président de la République, lors de la remise des cahiers de doléances, a également repris pour rassurer les partenaires que l'État respectera tous les engagements pris dans le pacte. Donc, nous osons espérer que, pour cette fois-ci, l'ensemble des engagements pris dans le pacte sera respecté, évalué et respecté pleinement. La dernière fois, le dernier pacte, l'évaluation n'a pas été correctement faite. Dans le dernier pacte, les premières attentes des travailleurs, c'était le respect de tous les accords signés, ce qui n'a pas été le cas. Bon, pour cette fois-ci, dans le comité d'évaluation, si les accords ne sont pas respectés et qu'on évalue et qu'on ne voit pas la volonté de respecter les accords, mais le mouvement syndical remobilise. N'oubliez pas que les négociations ont été déclenchées par les grandes mobilisations que le mouvement syndical a eu à faire à cause des licenciements massifs dans le secteur public. On reviendra à ces licenciements d'ailleurs. Les licenciements, nous avons demandé au service à l'administration du travail de nous faire la situation des licenciements. Parce que les chiffres, nous n'avons pas des chiffres stables. Les types de licenciements, on nous parle de contrats à durée déterminée arrivés à échéance. On nous parle de contrats à durée déterminée renouvelés plusieurs fois. Or, un contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une seule fois. On nous parle de licenciement abusif de contrats à durée indéterminée. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé de nous faire une situation. L'État accepte de faire la situation, mais l'État accepte de déclencher des négociations sectorielles pour les cas de licenciement dans chaque secteur. Pour voir exactement quels sont les travailleurs qui ont été licenciés selon les règles de l'art, quels sont les travailleurs qui ont été licenciés abusivement, quels sont les travailleurs qui ont été privés de leur droit de contrat à durée indéterminée. Donc toutes ces questions vont être cernées dans les secteurs concernés pour la réintégration éventuelle de ces travailleurs licenciés. Ça également, ça fait partie quand même des attentes des travailleurs. Le rassemblement des travailleurs du Sénégal licenciés fait état d'environ 30 000 licenciements, chiffre récusé par le Premier ministre. Justement, on nous parle de 30 000 licenciés, d'autres parlent de plus de 30 000. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons demandé à l'administration du travail de nous faire la situation pour qu'on ait une idée exacte du nombre de licenciés. Bon, là, il y a quand même des cas de licenciement, des situations qui n'ont pas été supervisées par l'inspection du travail. Lesquelles par exemple? On ne peut pas le dire. Parce qu'il y a l'administration du travail, quand on a posé la question, l'administration du travail a objecté pour dire que nous ne pouvons faire la situation que les cas que nous contrôlons. Mais l'administration du travail ne peut pas se limiter à ça seulement. Je crois que la direction du travail va faire en sorte que tous les secteurs concernés par les licenciements, même s'il y a des cas qui ne sont pas supervisés, qui ne passent pas par l'inspection du travail, qu'on puisse quand même les recenser parce qu'il nous faut quand même un recensement exhaustif pour qu'on puisse évaluer le nombre de licenciés parce qu'il y a des chiffres qui courent de partout. Nous avons besoin d'avoir une idée exacte des cas de licenciement et ouvrir des négociations parallèlement dans les établissements et dans les ministères concernés pour qu'on puisse voir dans quel cas
on peut réintégrer ces travailleurs et quels sont les travailleurs qui ont été licenciés après leur contrat à durée déterminée. Parce que si un travailleur termine son contrat à durée déterminée et que l'employeur ne veuille pas renouveler, il est dans son droit. Ça, c'est des cas, à mon avis, qui ne sont pas assez nombreux. Donc, nous avons besoin d'avoir la situation exacte de ces cas de licenciement pour pouvoir déclencher des négociations sectorielles. Est-ce que vous en faites votre propre dossier, vous, central? Si je pose la question, c'est parce que le rassemblement des travailleurs du Sénégal licenciés, ses membres disent être laissés à elles-mêmes. Est-ce que c'est votre forte préoccupation? Vous savez, Georges, on ne peut pas laisser des travailleurs à eux-mêmes. Parce que ce qui a déclenché toute cette situation, c'est justement ces cas de licenciement. Maintenant, si des travailleurs s'organisent en rassemblement, par exemple, une organisation. Voilà, si des travailleurs décident librement de s'organiser en dehors des centrales syndicales, mais nous n'avons pas le droit de leur empêcher de le faire. Mais en tout état de cause, beaucoup de travailleurs sont venus nous voir, nous soumettre leurs cas de licenciement que nous portons. Mais nous ne portons pas seulement ces cas de licenciement qui nous ont soumis. Nous portons tous les cas de licenciement pour y voir clair. Parce que nous, tout travailleur licencié nous concerne. Et la situation est telle qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation d'encadrer tous les travailleurs licenciés, qu'ils viennent chez nous ou qu'ils ne viennent pas chez nous. Parce qu'il y en a aussi qui font bande à part. Ils ont le droit de le faire. Mais nous voulons la situation exacte de tous les licenciements et voir dans quelle mesure nous pouvons régler les cas qui doivent être réglés. Revenons au pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Certains engagements, cher Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, certains engagements auront des incidences financières, sans doute. Pour un gouvernement dont les marges de manœuvre sont limitées, est-ce que cela n'interroge pas, ne craignez-vous pas que certains engagements du gouvernement restent lettre morte? On verra bien, parce que dans les engagements... Surtout que le Premier ministre Ousmane Sonko ne sort pas de sa trajectoire. La plupart du temps, on l'entend dire que nous ferons ce dont on est capable de faire. Oui, mais nous demanderons... C'est nuancé. Bien sûr, c'est nuancé parce que y a quand même une obligation pour l'État de régler des cas extrêmement urgents. La situation du passif social des ex-travailleurs, d'entreprises, d'établissements publics qui sont fermés des années durant. Cette situation traverse les deux régimes, je dois dire même les trois régimes, depuis Abdou Diouf jusqu'à maintenant. La CAS a été liquidée sans liquidité.